Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 5 juillet 2023. Et 5 juillet, ça veut dire simplement c'est le lendemain du 4 juillet. Le 4 juillet, c'était la fête américaine. Et donc, les marchés étaient fermés. Si vous regardez aujourd'hui le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Le marché a réouvert. Mais ça reflète un peu l'esprit des vacances, mais aussi beaucoup d'optimisme. Regardez, le marché est ici. Voyez-vous le dernier petit trait ici. Et on dirait que si vous regardez tout le graphique, là, ça donne vraiment l'impression que le marché veut monter, monter, monter. Ça va faire du mal à tous les Cassandres qui annoncent qu'on s'en va vers une récession. En effet, les statistiques ne prouvent pas du tout qu'on s'en va vers une récession. On dirait que tout va bien. Il faut espérer que M. Powell, je ne sais pas, n'exagère pas trop avec cette histoire de taux d'intérêt, puis de retourner finalement à 2% d'inflation. Si on ne l'a pas tout de suite, le 2%, c'est mieux ne pas tuer finalement le soi-disant malade. Mais on va voir. On est entre les mains de ces gens-là. Et puis, espérons qu'ils soient assez sages pour comprendre qu'il ne faut pas trop insister avec cette histoire de taux d'intérêt à la hausse. Et que tout ça va se calmer avec le temps. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler, regardez le titre, le rhinocéros gris. Et c'est quoi le rhinocéros gris? Vous avez des drôles de choses ici. Regardez. Vous avez le rhinocéros gris, vous avez le cygne noir, vous avez l'éléphant dans le salon. Qu'est-ce que ça représente, ces choses-là? Eh bien, ça représente des indicateurs de risque. Donc, regardez qu'est-ce que c'est le rhinocéros gris. D'abord, le rhinocéros gris, est-ce que ça existe? Oui, probablement ça existe, mais habituellement, ils sont blancs, je crois, ou noirs. Mais quand même, il doit y avoir une version noire, une version grise à quelque part. C'est donc, on dit que c'est un événement, dans le rhinocéros gris, ce sont des événements qui ont une menace hautement probable à fort impact, mais négligé. C'est-à-dire, ils sont dangereux, mais on ne peut pas les voir vraiment. C'est ça. Et, et qui a lancé ça? Le tout premier à lancer ça, c'est un monsieur autrichien, Ludwig Wittgenstein, qui a fait des choses vraiment très belles, ou écrit en 1880, donc de 1889 à 1951. Qui a popularisé, par contre, le rhinocéros gris? C'est cette Madame Walker ici, Michelle Walker, qui est née en 1969. Elle a écrit un livre sur le rhinocéros gris. À présent, on a dit le rhinocéros gris, ça représente des événements qu'on ne veut pas voir, mais qui peuvent être dangereux. Moi, je ne sais pas, comme exemple, qu'est-ce que je pourrais dire, mais ça, c'est simplement ce que moi je lis et j'ai l'impression que c'est. C'est par exemple, à un certain moment, on a eu un ballon chinois qui vient espionner aux États-Unis, et ça, c'était il y a quelques mois. Aujourd'hui, on vient savoir que les Chinois veulent faire une base d'écoute à Cuba pour écouter éventuellement ce que font les Américains, les États-Unis et tout ça. Et ça représente des risques. Parce que moi, j'ai un âge tel que je me souviens quand en 1962, le président américain Kennedy, quand il a su qu'il y avait des missiles soviétiques qui s'en allaient vers Cuba, il y en avait déjà là-dedans, il a déclaré, il a dit aux Russes, si vous passez le barrage que nous on met tout autour de l'île, c'est la Troisième Guerre mondiale. Et on dirait que les Chinois, il faut faire qu'ils fassent attention parce que ça joue un peu sur le principe, je ne sais pas si vous connaissez la théorie Monroe. La théorie Monroe, c'est un président américain, je ne sais pas de quelle année, et qui disait que finalement, tous les Caraïbes et tout ça, et même l'Amérique latine et tout ça, c'est l'Amérique. Et on ne rentre pas là-dedans. Naturellement, la doctrine Monroe était contre l'Espagne, par exemple, ou la France. La France voulait reprendre Haïti, l'Espagne voulait avoir Cuba, et tout ça. Et en effet, les Espagnols ont essayé de le reprendre à Cuba, mais ils se sont retrouvés avec les États-Unis qui ont mis un barrage là-dedans. Enfin, c'est pour vous dire ça, les choses qu'on pourrait conclure aujourd'hui du côté peut-être politique ou, je ne sais pas, économique. Naturellement, quand il y a plusieurs facteurs qui se mettent ensemble, mais qui sont négligés, ça crée le signe noir. Donc le signe noir, c'est créé ou popularisé, si vous voulez, par M. Nassim Taleb, qui est un monsieur du Liban, américain, mais du Liban, et puis qui est toujours vivant, naturellement, né en 1960,
Et il a écrit un très beau livre sur le cygne noir, justement, et que je vous recommande de lire, vraiment. Comme cadeau pour votre anniversaire, vous ne savez pas quoi avoir pour votre anniversaire, ben, demandez le livre sur le cygne noir de M. Taleb. Il a été écrit, je crois, il y a 12 ans, 13 ans. Donc, qu'est-ce que c'est le cygne noir? Ce sont un fait dont on lit pas l'impact extrême d'événements aberrants, rares, imprévisibles. Donc, ce sont des faits qui nous arrivent comme d'un coup, là, et qui changent le monde. Moi, je me souviens l'Internet, quand il est arrivé, au moins pour moi personnellement, j'étais en Slovaquie en 1994-95. Je donne un séminaire en Slovaquie et des étudiants qui étaient là, ils me disent, avez-vous l'Internet? J'ai dit, non, je n'ai pas l'Internet. Je trouvais ça, qu'est-ce que ça voulait dire? Ah, vous n'avez pas un email? Non, mais pas d'email. Je ne savais pas de quoi il parlait au juste là. En réalité, je reviens à Montréal, puis là, je commence à m'intéresser à ça, et je me suis abonné. En 1996, c'est mon abonnement, finalement, que j'ai commencé avec l'Internet. Et j'ai découvert tout un monde. Et l'Internet est vraiment une chose fantastique, incroyable. Donc ça, c'était vraiment un fait, voyez-vous. Le cygne noir, c'est un impact extrême d'événements aberrants, bien sûr, ils peuvent être aberrants, rares, imprévisibles. Dans le cas d'Internet, c'est un aberrant, mais positif. Ensuite, vous avez l'ordinateur personnel, ça aussi. L'ordinateur personnel, vous savez, ils sont nés en 1978. Il y avait à l'époque deux ordinateurs personnels qu'on pouvait acheter. Un qui s'appelait PET de Commodore, et il avait 8K, c'était une grosse machine, et puis finalement, il n'y avait rien dedans. 8K, imaginez, c'est 8000 touches. Et à côté de ça, il y avait le concurrent Apple avec 16K. Et donc, mais c'est né comme ça. Et c'était un langage, à l'époque, c'était le langage basique. Et donc, venait avec un manuel, il fallait apprendre le langage pour pouvoir l'utiliser. Puis finalement, c'était juste des machines à calculer au bout de la ligne. On ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Mais voici qu'en 1980-81, il y a un jeune homme qui s'appelle Bill Gates, un adolescent, et puis finalement, sa mère travaillait pour IBM, et finalement, lui dit qu'il avait trouvé un truc là pour rendre mieux comment dire, plus acceptables les ordinateurs personnels. Et donc, il va voir IBM et il montre le système, et IBM l'adopte, et c'est le DOS, le DOS. Donc, le DOS, ça permet finalement de rendre colloquial un ordinateur. Naturellement, IBM n'a pas voulu avoir n'a pas acheté, elle a juste pris une licence finalement de ce jeune homme et ça a créé la fortune finalement de Bill Gates qui a suivi à tout ça. Et vous savez, à l'époque, en 1982, par exemple, IBM lance un ordinateur qui est 64K, qui est beaucoup plus que le 8K d'il y a 2-3 ans avant. Et en plus, il invente la souris, imaginez, et il invente le clavier détaché, détaché de la machine, finalement, le clavier comme on l'a aujourd'hui. Et c'était vraiment, vraiment une grande révolution. Ça, c'était l'ordinateur personnel. Un peu plus avant ça, si vous voulez, c'est la Première Guerre mondiale. On ne s'attendait pas, parce qu'on a à un certain moment tué dans un attentat d'anarchistes, de tuer un prince, je ne sais pas, autrichien, qu'on fasse 5 ans de guerre avec des massacres incroyables comme jamais on a connu peut-être dans l'histoire. Et ça, c'était la Première Guerre mondiale. En 1989, ben, le mur de Berlin tombe, il y a la dissolution de l'URSS, et puis on ne s'attendait pas à ça. Finalement, d'un coup, tout le système de l'Union soviétique saute. Les pays qui étaient autrement soumis à l'Union soviétique, comme, je sais pas, la Pologne, la Hongrie, enfin les pays de la Lituanie, l'Estonie, Lettonie, enfin les pays qui étaient, la Tchécoslovaquie aussi, tous les pays qui étaient satellites, finalement, ben, ont déclaré leur indépendance. Et ça, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Ensuite, il y a eu, par exemple, en 2001, on a eu malheureusement des attentats du 11 septembre. On ne s'attendait pas à des attentats pareils. Je dois vous dire, moi, je regardais la télévision le 11 septembre à 8h15 du matin, et on voyait, il disait qu'à New York était arrivé un avion, avait perdu
le chemin, on avait perdu je ne sais pas quoi, donc était fini, frappé par erreur un gratte-ciel. Imaginez, frappé par erreur un gratte-ciel. Personne ne s'attendait à ce que c'était à l'époque. Donc ça, c'est appelé le signe noir. C'est un impact extrême d'événements aberrants, rares, imprévisibles, qui se sont créés, mais que finalement, ça arrive pas. Oui, ça arrive d'un coup parce qu'on voulait les négliger avant les symptômes. Mais le rhinocéros gris, c'est les symptômes de quelque chose qui peut nous amener au signe noir. Le signe noir aussi, c'était très populaire autrefois. C'était, voyez-vous, même Tchaïkovski, qui est un musicien russe. Regardez, 1840-1893, il a fait un ballet qui était le Lac des Cygnes. Et c'est très beau. Si un jour, ici à Montréal, on offre ce ballet, ça vaut la peine d'aller l'écouter, le voir, et c'est vraiment spectaculaire. C'est quoi l'histoire? C'est qu'il y a un prince qui veut marier une très belle demoiselle, une princesse, mais finalement, il y a un méchant qui est un magicien. Il transforme la princesse dans un signe noir, c'est-à-dire quelque chose de négatif. Et puis finalement, le prince réussit à se débarrasser du méchant, et puis finalement, la demoiselle réapparaît et le signe noir n'est plus là. L'idée du signe noir, c'est que on pensait qu'un signe noir, ça n'existait pas. Et que donc, c'était quelque chose d'aberrant. En réalité, à partir du XVIIIe siècle, on a découvert en Australie, par exemple, qu'il y avait des signes noirs. Mais ça dit quand même que ça indique quand même que c'est quelque chose de rare et de unique. Euh, Ensuite, vous avez l'éléphant dans le salon. Alors, l'éléphant dans le salon, c'est un sujet dont on ne veut pas trop parler. C'est-à-dire, on préfère l'ignorer. Ignorer l'individu, ignorer finalement le sujet et tout ça. Pourquoi? On veut la paix, on veut la tranquillité, on ne veut pas s'engager, on ne veut pas se retrouver à prendre, je ne sais pas, des positions que peut-être pourraient nous nuire et puis tout ça. Et donc, c'est un sujet controversé dont on préfère ne pas en parler, comme la race, la religion, la politique, l'homosexualité, la maladie mentale, les suicides, les drogués, l'alcoolique ou alcoolique, enfin, je ne sais pas si j'ai bien écrit. Et puis c'est ça. Ça, c'est donc que vous avez trois volets finalement d'approche du risque ou de qu'est-ce qui peut arriver comme événement. Le premier, le rhinocéros gris, il dit aujourd'hui, il y a sûrement des événements qu'on ne veut pas tellement voir parce qu'on ne veut pas avoir se compliquer la vie, mais que tôt ou tard, si on ne fait pas quelque chose, ça pourrait finalement nous amener à un signe noir, c'est-à-dire à quelque chose d'imprévu qui nous fait mal et puis qui est dangereux. Donc un impact extrême d'événements aberrants, rares, imprévisibles, négatifs dans ce cas ici. L'éléphant dans le salon, c'est tout simplement, c'est de quelque chose dont on ne veut pas parler. C'est pas qu'on ne veut pas en parler, mais c'est parce que ça nous implique tellement à en parler qu'on ne veut pas s'impliquer là-dedans. Et donc, est-ce que c'est bon de faire ça? C'est pas bon? Ben, ça, c'est l'opinion de chacun là-dedans. Mais pour vous dire, ce sont les trois grandes graduations, finalement, de qu'est-ce que ça pourrait être la lecture d'un risque et tout ça. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ben, merci. Au revoir.